Bonjour à toutes et à toutes, un nouveau sujet pour aujourd'hui, on est sur le sujet centre étranger jour 1, c'est aussi le sujet qui est tombé au Liban, et on est passé du coup sur un chimie majeur cette fois-ci, encore une fois sur la certification d'un vin. Je regarderai l'énoncé plus tard, on va passer directement aux questions comme d'habitude, et la première question nous demande d'écrire la formule semi-développée de l'éthanal. Bon, bah, la formule semi-développée de l'éthanal, déjà vous avez et, ça veut dire qu'on est sur deux carbones, donc la formule semi-développée, je vous rappelle que c'est la formule où il n'y a pas les, les liaisons CH qui sont explicitées, donc je pars déjà sur deux carbones. Éthanal, ça veut dire que sur un bout de chaîne, je vais avoir une fonction carbonyle, donc ça veut dire double liaison O, et de toute façon, il n'y a pas de problème avec les cétones vu que l'éthanone n'existe pas, il faudrait au moins 3 carbones. Donc on est ici sur une formule totalement développée. Si je commence à distinguer mes mises en CH, donc du coup je vais devoir effacer ça. Ça c'est pas bon. Donc on est sur CH ici et sur CH3 ici. Donc du coup ma réponse ce serait CH3CH OH, enfin EO pardon. Écrire la formule semi-développée de cette molécule entourée. Alors déjà, je vais augmenter un petit peu, voilà. Tac. La formule topologique d'une espèce chimique participe par l'arôme du vin, autre que l'éthanol, est donnée ci-dessous. Écrire la formule semi-développée de cette molécule. Paf. On a un point, première partie de question, je mets une barre, ça veut dire qu'il va falloir que je mette deux croix devant ma question pour dire que j'ai bien à tout répondu. Alors, chaque angle correspond à un carbone. Donc ça veut dire que ici, ben, j'ai un carbone. Là, j'en ai un deuxième. On arrive au 3 ici. 1, 2, 3. Quatrième qui est là. Là, j'ai un double liaison O. Ici, j'ai un O. Ici, j'ai un C. Et ici, j'ai un C. Normalement, l'enchaînement des carbones doit faire ressembler à la molécule en topologique. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter des H. Donc ce carbone-là, il fait qu'une seule liaison. Bah, il a forcément 3 H. Ce carbone-là, il fait deux liaisons. Bah, je lui mets 2 H. CH2. Lui, c'est pareil. CH2. Lui, il fait déjà 4 liaisons, pas besoin de plus. Bah, lui, c'est bon. Lui, il fait 2 liaisons, donc CH2. Et lui, il fait 3 liaisons. Enfin, pardon, il fait une seule liaison, donc CH3. Je mettrai une molécule un peu plus carrée au montage. Entourer le groupe caractéristique présent. Pardon, je coche. Tac, ça j'ai fait. Entourer le groupe caractéristique présent dans cette molécule et nommer la famille fonctionnelle associée. Eh bien, le groupe caractéristique que vous avez ici, c'est lui-là. Double liaison OO et qui ensuite continue avec un C mais pas avec un H, et bien ça, c'est caractéristique d'un ester. Donc là, entourer le groupe caractéristique, c'est fait. Et nommer la famille fonctionnelle associée, bah, vous avez deux choses à faire, l'entourer et le nommer. Mais je l'ai fait. Question 3. Nommer cette molécule. Ah. Alors nous avons 1, 2, 3, 4 carbones. Donc on part sur un but. Mais on est sur un ester. Donc si on venait à couper la molécule, je vais couper ici, tac tac, voilà. Si je venais à couper la molécule au niveau de cette liaison, bah ici on aurait une charge moins. Et ça c'est ce qu'on appellerait du coup un ion butanoate. Butanoate pourquoi? Parce que je serais la base conjuguée de l'acide butanoïque. Donc ici je pars sur un butanoate. Hop. Butanoate de quoi? Bah j'ai 2 carbone, donc c'est un butanoate d'éthyle, tout simplement. C'est un butanoate d'éthyle. Et voilà. Comment on nomme un ester. Grand 2. Alors, différentes prises, blablabla, donc ça je ne lis pas. On a des pKa, ça marche. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation de l'acide sulfureux H2SO3 aqueux avec l'eau. Alors, l'acide sulfureux.
H2SO3 avec l'eau. Alors on est sur un acide. Donc on va avoir... Donc là je peux pas utiliser mon truc pour écrire parce que je vais avoir des puissances et des indices. H2SO3 aqueux. Oubliez pas le HAC à chaque fois, hein, c'est super important. Plus on dit que ça réagit avec l'eau. Donc H2O. Attention, H2O, c'est à l'état liquide, hein, mettez pas à l'état aqueux, ça c'est n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas si c'est un acide fort. Donc, pour l'instant, je mets une double flèche. Même si vous pourriez le savoir, parce que vous avez ici une donnée qui vous permet de le dire. Mais on va faire comme si on n'avait pas lu. De toute façon, dans tous les cas, la réaction est réversible ici. Donc, ça donne ensuite HSO3-. Ça, c'est aqueux. Plus H3O+. Et ça, c'est aqueux également. Question 5. Exprimez la constante d'acidité Ka1 associée à l'équation de cette réaction. Bon. Alors, pour exprimer Ka1, il me faudrait de la place, mais je n'en ai pas. Bon, on va essayer de faire comme on peut. Alors, Ka1, c'est égal. C'est égal au produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Donc si je devais faire une barre bleue, tac, on va essayer de faire une barre bleue. Et bien ça, ce serait égal du coup à HSO3- fois H3O+. Et ça, du coup, divisé par H2SO3. Voilà. Ce serait ça, du coup, mon résultat. Le truc, c'est que ça, c'est quand vous allez un petit peu vite. Je pense que passer par les activités n'est pas exigible. Par contre, dire que chacun est sur sa concentration standard, ça l'est, je pense. Donc il va falloir marquer HSO3- divisé par concentration standard fois H3O+, divisé par concentration standard, divisé le tout, sur H2SO3, divisé par sa concentration standard. Tout ça, ce sont des concentrations qui sont prises à l'équilibre, donc vous devez mettre petit e, q, mais ça, je vais le mettre dans le montage. Vous en faites pas, vous aurez la réaction, enfin toute l'équation. Là, je la mets en grand, là. Voilà. Donc, je l'ai mise en grand, vous l'avez vu, il n'y a pas de souci. Question 5, c'est fait. Justifier le caractère amphotère de l'espèce chimique HSO3-. Eh bien, en fait, HSO3-, quand vous regardez, je vais effacer un petit peu tout ce que j'ai fait ici. Hop. On va effacer, on va effacer. Quand vous regardez HSO3-, il est la base conjuguée du premier couple. Mais il est aussi l'acide conjugué du deuxième couple. N'importe quelle espèce qui est à la fois base d'un couple et acide d'un autre couple est appelée espèce amphotère. Elle peut jouer du coup le rôle d'acide ou de base comme ça l'arrange. Représentez le diagramme de prédominance pour les trois espèces contenant l'élément soufre. Comment je fais un diagramme de prédominance? Eh bien, on y va. Je vais le faire là, ici, en haut. Tac. Alors, on va essayer de faire un trait à peu près droit. Ça, c'est ce qu'on appelle une échelle de pH. Hop, pH. Et il y a des pH
particulier où vous allez retrouver plus souvent l'espèce acide, plus souvent l'espèce basique. Et bien si c'est vrai, ça, c'est totalement logique, vous avez un pH intermédiaire, un pH bien donné, où vous avez égalité entre la concentration de l'espèce acide et la concentration de l'espèce de la base qui lui est conjuguée. Et ça, ce pH là on appelle le pKa. Donc le pKa on les a, il y en a un c'est 1,8, donc je vais mettre 1,8 ici, ça c'est 1,8, et là-bas vous avez 7,2. Et bien qu'est-ce qu'on a ici? Et bien vous avez dans toute la partie, on va mettre ça en jaune, tiens, toute la partie qui est là, c'est le domaine de prédominance de H2SO3. Ça, c'est le domaine de prédominance de H2SO3. Donc dans cette zone, normalement, vous êtes censé retrouver plus souvent H2SO3 que n'importe qui. Après, dans le supérieur, vous avez toujours cette règle du pKa plus 1 et pKa moins 1 pour avoir un vrai domaine de prédominance, non pas un domaine de codominance, mais ce n'est pas exigible au bac. Qu'est-ce qu'on a entre les deux? Ben, vous avez entre les deux le domaine de prédominance de l'espèce basique conjuguée du premier couple et l'éthène acide conjugué du deuxième couple. Et donc, ce domaine-là, ici, qu'on va marquer en rouge, ben, c'est le domaine de prédominance de HSO3-. Toute la zone qui est là entre 7,2 et 1,8. Donc HSO3-, il domine quand même légèrement dans cette partie. Enfin, là, dans les domaines les plus basiques, ben, c'est le domaine de prédominance de SO3-. Ça, je vais quand même changer la couleur pour que ce soit plus clair. Voilà. Et j'ai plus qu'à le surligner en vert. Ok, voilà. Voilà comment vous devez présenter un diagramme de prédominance. Vous mettez un axe de pH, vous divisez cet axe en autant de pK qu'on vous donne, concernant les couples associés bien sûr, hein. Et ensuite, il n'y a plus qu'à représenter qui prédomine dans quel milieu, enfin dans quelle zone de pH, pardon. Indiquer quelle l'espèce soufrée prédominante contenue dans un vin dont le pH vaut 3,1. Justifié. Alors 3,1, ben c'est ici. Hop, 3,1 c'est là. C'est entre 1,8 et 7,2, donc c'est le domaine de prédominance de HSO3-, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette question 8? Vous devez utiliser votre propre axe, dire que 3,1 est entre 1,8 et 7,2, donc ben, le domaine de prédominance qui est ciblé, c'est celui de HSO3-. Alors, 3, il y a déjà une partie 1, c'est-à-dire qu'il y aura une partie 2. Je lis pas. Décrire le protocole de dilution pour préparer 100 ml de solution diluée en diode en précisant la verrue utilisée. Alors ça par contre c'est espèce de classique. Normalement ça vous l'avez vu en première, vous l'avez vu en seconde, on vous rabâche ça tous les ans, le protocole de dilution. Donc pour diluer, pour préparer 100 ml de solution diluée de diode, blablabla, le diode on sait pas trop la concentration qu'il y avait, bon. On va dire que, la solution mère, elle avait une concentration C0, ok. La solution phi, du coup, elle doit avoir une concentration C1, ça marche, qui est égale à C0, mais sur 10, vu que vous la diluez 10 fois. Ça, c'est la deuxième chose. Et on vous demande de préparer un volume V1
ok, de 100 millilitres. Donc la première chose à faire, c'est de savoir combien je vais mettre de C0 dans V1. En gros. Donc ce que vous cherchez, vous, c'est V0. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui. Donc, si au cours d'une dilution, la quantité de matière se conserve, parce qu'après tout, bah, si je prends mon café qui est ici, et que bah, je rajoute de l'eau, bah, normalement j'ai toujours autant de molécules de caféine à l'intérieur. Donc la quantité de matière va se conserver. Ça veut dire que C0 fois V0 est normalement égal à C1 fois V1. Donc ça veut dire que V0 va être égal à V1 sur 10. Donc en gros, vous devez incorporer V0 égale 10 millilitres. En même temps, c'est normal. Pour faire une dilution par 10, ben, vous mettez un volume et vous rajoutez 9 équivalents. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'à partir d'une pipette jaugée, vous allez prélever votre solution mère 10 ml dedans. Vous allez les mettre dans une fiole jaugée de 100 ml. À partir de là, vous allez commencer à remplir d'eau distillée jusqu'aux 3/4. Arrivé aux 3/4, bah, vous allez boucher, vous allez agiter pour homogénéiser. Et à partir de là, vous débouchez. Vous complétez jusqu'au trait de jauge avec votre eau distillée. Vous rebouchez, vous agitez à nouveau et c'est terminé. Vous pouvez faire au tiers, au 2/3, au 3/4. Tant que vous le faites à un volume raisonnable avant le trait de jauge, c'est valide. Alors on vous donne le spectre d'absorption de la solution étudiée, blablabla. Donc ça, à mon avis, ça va présager un Berlambert. Question 10. Déterminer la longueur d'onde pertinente pour laquelle les mesures d'absorbance seront réalisées en exploitant la figure 1 justifiée. Donc on va aller sur la figure 1. Vous savez que votre absorbance, on la mesure toujours à son maximum. Son maximum, il est ici. On va essayer de zoomer un petit peu. Hop. Je m'aide de mon retour pour avoir, voilà. Et le maximum, quand vous regardez, il est environ à la moitié de la case. Hein. Ok, c'est à peu près correct. On va dire qu'on est à 475, 480, je pense. Donc on est sur un lambda max. Égal à 480 nanomètres. Comprenez bien qu'il y aura toujours une tolérance quant à la lecture graphique d'un candidat au bac. Cependant, si moi j'ai réussi à la souris à obtenir quelque chose qui correspond à plus ou moins 5 nanomètres près, on attend d'un candidat avec un crayon à papier ou un crayon gris, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Apparemment, on peut dire les deux. Avec un crayon à papier et une règle, on attend à ce que le candidat fasse aussi bien que moi la souris. Ça, faut être bien clair. Quelqu'un qui va se tromper de 20 nanomètres n'aura pas les points. C'est pas possible. 20 nanomètres entre 450 et 500, il y a trop d'erreurs. Vous ne pouvez pas rendre un résultat en disant oui, mais j'étais presque. Non. Sur une lecture graphique, vous devez être précis. Si moi, la souris, j'arrive à être précis à 5 nanomètres près, vous devez pouvoir y arriver. A partir de S1, on prépare la 5 solutions étalons de diode, on mesure l'absorbance des solutions et on trace l'évolution d'absorbance finale en fonction de la concentration en diode. Et là, quand vous regardez, bah on a une belle affine. Hein. Enfin, une belle linéaire même. Montrer que les mesures obtenues pour les solutions étalons de diode peuvent être modélisées par la loi de Berlambert. Alors déjà, en 1, on va rappeler ce que c'est la loi de Berlambert. La loi de Berlambert, elle dit que A, c'est égal à K fois C, et que donc la concentration et l'absorbance sont reliées par une relation de proportionnalité. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez dire que K c'est égal à epsilon 0, le coefficient d'extinction molaire de votre espèce chimique à un lambda donné, fois petit l, la longueur de la cuve, attention c'est en centimètres, fois la concentration en quantité. Bon, ici, vous avez effectivement des points expérimentaux qui sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. Donc, vous pouvez dire qu'on a effectivement une relation de proportionnalité entre la concentration... attention, c'est en millimol par litre. Et l'absorbance. Et que donc, la loi de Berlambert
et donc vérifier. Il n'y a pas besoin d'aller chercher cette loi-là, vous devez juste dire qu'il y a effectivement une relation de proportionnalité. Par contre, si vous dites que c'est A égale K fois C, à ce moment-là, vous devez préciser que le coefficient directeur ici, c'est K. Si vous dites que c'est epsilon L fois C, à ce moment-là, le coefficient directeur de votre droite, c'est epsilon L. Ok? Donc selon la loi que vous utilisez, vous devez aller peut-être un poil plus loin. Question 12. Alors on mesure la valeur de l'absorbance de la solution titrante de diode, blablabla, A égale 0,80. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de diode de la solution S1. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de diode de la solution S1. Ben, là vous avez A1 qui est égal à 0,80. Ok. Ben, on va chercher qui est égal à 0,80. Puis voilà. Alors, on zoome. Tac, je regarde mon retour pour pouvoir faire ça au mieux. Ok. Donc 0,80, je vais effacer mes bêtises. Eh ben, 0,80, on se situerait où? 0,80. Alors du coup, on va de 55. Hein. Donc 0,80, il est ici. Donc je suis la ligne qui est là. Tac. Et il va falloir quand même que je trace la courbe à nouveau. Qui est à peu près pas trop mal pour un utilisateur à la souris. Donc on va dire qu'on va couper à peu près là. Ouais, là c'est pas top. Là c'est pas top, on va recommencer. On est pile poil sur la ligne. Hein. On est pile poil sur la ligne, donc même si c'est pas droit, vous prenez bien ça. Donc là ça va de combien en combien? 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 c'est bien. Donc 0,45, 0,50. On est à 0,5 10-3 là. Attention, on est à 0,5 millimol. Donc, si on est à 0,5 millimol, pourquoi j'ai marqué 0,2? 0,5 millimol. Donc, on est à 5, 5 10-4. Et attention, c'est pas des millimoles, c'est des millimoles par litre. Soyez rigoureux, on parle d'une concentration. Partie 2. Alors on a des couples, blablabla, blablabla. On part exactement sur la même chose que tout à l'heure. Hein. Oh! Montage de titrage. Associez sur votre copie à chaque numéro 1, 2, 3, 4 du schéma du dispositif expérimental un nom de matériel ou d'espèce chimique. On va devoir aller lire le protocole de titrage. Protocole de titrage, prélever 10 ml de solution S2, les versions d'un bécher. Ajoute quelques gouttes d'emploi d'amidon dans S2. On titrerait d'une solution de diode S1. Alors, si on titre à l'aide d'une solution de diode S1, alors votre solution titrante elle est ici. Attention, ces mots-clés doivent apparaître. Hein, solution titrante de diode. Donc, ici, c'est la solution titrée. Mais de quoi? On ne sait pas, on n'a pas encore lu le sujet. Là, ici, ça pointe sur l'agitateur magnétique. Mais attention, l'agitateur magnétique, c'est le boîtier qui est en dessous. Le petit machin qui tourne à l'intérieur de la solution, on appelle ça un barreau aimanté. Ou un turbulent. Ça dépend qui vous avez eu en cours. Les deux appellations sont... Les deux appellations sont correctes. Le 1, bah, c'est une burette. Elle est comment cette burette? Elle est graduée. Ça doit être bi. Et donc il me reste plus qu'à aller chercher la nature de l'espèce
qui se fait titrer. Alors, blablabla, on reste souvent loin, se fout dans une solution qu'on titre. Le titrage du dioxyde de soufre total contenu dans S2 est réalisé voilà, donc on titre le dioxyde de soufre, donc SO2. Donc solution titrée de dioxyde de soufre. S2. Et voilà, vous avez vos points. Question 14. Montrez que l'équation de la réaction du support du titrage est H2SO3I2 plus H2O donne SO4 plus 4H plus 2I-. Bon, l'espèce titrante elle est là, diode, mais H2SO3 ça correspond pas trop à dioxyde de soufre. Or, attention, le dioxyde de soufre, on l'a vu au-dessus, c'est SO2 hydraté, SO2H2O. Et si on fait la somme des deux là, bah ça fait H2SO3. Et on retombe bien sur H2SO3. Donc c'est bien une vérification de ce que vous avez trouvé ici. Pas de souci. Donc montrer que l'équation de réaction du support du titrage est ça. Bon, bah, il va falloir faire les demi-équations. Les demi-équations, il me faut des couples. Les couples, ils sont ici. Donc j'en ai un premier là en bleu. Et j'en ai un deuxième là en rouge. Donc, si vous voulez faire l'équation de chacun, je vais aller un peu plus bas pour écrire. Donc question 14, je vais me mettre là. Hop. Donc I2 à que ben, c'est égal à I-. Sauf que ici, si je fais I2, I-, c'est pas équilibré. Donc je vais devoir faire 2I-. Du coup, mes charges sont plus équilibrées. Donc ici, je dois faire plus 2 électrons. Ça, c'est ma première équation. D'ailleurs, je vais la mettre en rouge parce que mon couple, je l'ai encadré en rouge. Ok. Ma deuxième demi-équation, elle ressemble à quoi? Bah, j'avais H2SO3. H2SO3. Et c'est égal à SO4 de moins. Je vais bien sûr... là, je peux pas avoir des puissances ou des indices, donc il va falloir comprendre avec cet exemple-là. Mais en même temps, au montage, je mets les vraies équations. Donc H2SO3, SO4 de moins. Pour ceux qui ne se souviennent plus comment on équilibre ça, bah, vous avez du coup des éléments hydrogène à équilibrer, des éléments oxygène. J'en ai 3 à gauche, j'en ai 4 à droite. Donc il faut que je rajoute ici plus H2O. Ok. Sauf que si je rajoute plus H2O, donc les O sont équilibrés, il va falloir que j'équilibre les H. J'en ai 2, 4 ici, donc là je dois mettre plus 4H+. Ok. Sauf que maintenant, bah, mon côté gauche il est neutre, mon côté droit il y a 2- et 4+, donc du coup ça fait 2+, donc pour arriver à neutre, il me faut 2 électrons. Ok. Et là j'ai ma deuxième demi-équation. Vu que j'ai le même nombre d'électrons échangés, j'en ai 2 ici et j'en ai 2 là, bah, il va me suffire de sommer les deux. Et donc la réaction globale, ça me donne, bon, on va le faire de tête, et puis vous avez l'équation à côté au montage. Hein. Donc vous avez H2SO3 plus I2 plus H2O. Les électrons se suppriment. Hein. Donne, ben, vous avez SO4 de moins, plus 2I-, plus 4H+. Et c'est bien l'entièreté de la réaction que vous aviez ici. Donc question 14, c'est bon. Établir la relation à l'équivalence entre les quantités de matière Ne de I2, de diode introduit, et N0H2SO3, de dioxyde de soufre dissous dans le vin. Alors, à l'équivalence, vous avez les réactifs qui sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc ça veut dire que la quantité de matière que vous avez en I2 est exactement celle que vous aviez besoin en H2SO3. Or, vous n'avez pas de nombre stoichiométrique là dans l'équation de bilan. Vous avez un 1 devant chacun. Ok. Donc ça veut dire que pour une mole de diode, réagit une mole de H2SO3. Donc ça veut dire que ici vous avez égalité
entre NeI2, la quantité de diodes introduit à l'équivalence et la quantité de H2SO3 présente initialement. Donc vous pouvez dire que NeI2AQ est égal à N0 H2SO3AQ. Attention, vous ne pouvez pas dire directement que c'est à l'équivalence égale, donc les deux sont égaux. Vérifiez bien les chiffres stoichiométriques avant. Question 16. Indiquez si le vigneron peut prétendre à obtenir l'une ou l'autre des certifications. Donc là, on va devoir aller lire le sujet pour voir les certifications. Et la question, vu qu'on a la petite phrase en italique qu'on adore, elle va être potentiellement longue. Donc, les certifications, on va essayer de les chercher parce qu'il doit y avoir quelque chose marqué quelque part à propos de ça. Apparemment, ça va être plutôt loin. Ah, c'était ici. Alors le vin est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation du raisin d'avoir un titre mastic de 8,5 d'alcool au minimum. Dans le cas contraire, dans le cadre de la composition du vin, il y a plus de 600 substances différentes, mais l'espèce chimique majoritaire est l'eau. Ouais, c'est rassurant. On y trouve également de l'éthanol, de l'éthanol et d'autres composés aromatiques issus de la fermentation qui participent à l'arôme des vins jeunes. Les démarches de certification environnementale sont nombreuses en viticulture. Parmi celles-ci, on peut citer le label Agriculture biologique, AB, et la certification Terravitis ou encore le label Déméter. C'est génial. Un des critères à respecter pour obtenir ces labels concerne le taux de dioxyde de soufre au total en présence dans un vin. Ok. Donc là, on doit chercher des informations à propos de AB, Terravitis ou Déméter. Eh ben, on est reparti. J'ai dû le louper. Mais quand on va être en examen, ben, vous n'allez pas directement à la bonne information directe. Et comme vous, là, je fais le sujet en direct, donc il faut bien que je trouve. C'est pas là. Non plus. Ah, pardon, c'est ici, c'est ici. Donc, critères à respecter concernant le taux de dioxyde de soufre total présent dans le vin pour différents labels. Vous avez AB Terravitis Déméter, on est bon. La concentration en masse maximale de SO2 H2O total en milligrammes par litre doit être de 150, 170 ou 90. Ok. Donc il faut qu'on trouve moins de 170 pour qu'il y ait au moins une des certifications. Sinon, c'est mort. Donc il va falloir trouver la concentration en masse de SO2 H2O. C'est tout. On y va. Donc, on avait trouvé que à l'équivalence, on avait la quantité de matière de diode introduite à l'équivalence qui est égale à la quantité de H2SO3, donc de H2OSO2, qu'il y avait initialement. Ça veut dire qu'on va maintenant donner une valeur chiffrée à cette quantité initiale qu'il y avait en H2SO3. Donc vous avez, ici vu qu'on a 1 et 1, on va avoir CAV égale CBVB, mais on va essayer de faire ça plus intelligemment parce qu'il doit y avoir des noms. Donc, le volume à l'équivalence, on l'a ici, premièrement, je vais le souligner en jaune pour cette question. Le volume à l'équivalence, c'est 9,9 ml. Ok, ça c'est une première chose. Le volume de S2, ici, donc le volume de S2, on va dire que c'est V2. Ouais, non, j'aime pas trop. C'est pas cool. Si, on va faire ça. Donc, le volume de S2, c'est V2. Comme ça, on a que des 2 partout. Hop, en bleu. Donc ça, c'est V2. La solution S1, elle a une concentration C1. Bon, déjà, ça aussi, c'est fait. Et le volume versé de C1, c'est VE. Donc, on peut écrire... Nous, on cherche C2 du coup. Hein. On peut écrire que C2, la concentration en H2SO3, c'est égal à C1 fois VE. Waouh. C1 fois VE divisé par V2. Et donc ça me fait un certain résultat. Le truc c'est que nous on le veut en grammes par litre. Donc on va pouvoir dire que C2 c'est CM divisé par M. Pardon. La masse molaire fois C2 est égale à CM. Donc c'est bien... Ouais, c'est bien CM sur M.
Donc si je veux CM, ben, je vais devoir multiplier ici par... On est dans le champ. Donc si je veux CM, ben, il faut que je fasse la masse molaire fois C2, et donc ça fait tout ça fois la masse molaire. On est d'accord? Ben, j'ai plus qu'à remplacer par mes valeurs. Donc C1, on va le retrouver. Il doit être caché quelque part. Mais si on l'avait calculé, C1, c'est lui. Il est là, C1. C1, du coup, c'est 5-10-4. VE, 9,2 ml. Divisé par V2, 10 ml. Il n'y a plus qu'à multiplier par la concentration en masse. Enfin, pardon, la concentration en masse, n'importe quoi. Pour trouver la concentration en masse, il ne reste plus qu'à multiplier par la masse molaire. Et la masse molaire, c'est 82,1. Donc on fait 5,010-4, C1, fois 9,9, VE. Ah, vous l'avez pas dans le champ, excusez-moi. Fois VE. Pardon. Fois V2, fois VE, si. Divisé par V2, et fois 82,1 que voici. Et tout ça, ça va nous donner du environ 41 mg par litre. 41 mg par litre, ça veut dire qu'on peut celle-ci, on peut celle-là, on peut celle-là. Le viticulteur peut prétendre à toutes les certifications pour son vin. Bien joué à lui, il a un bon vin. Alors exercice numéro 2. Utilisation d'un laser comme instrument de mesure. On a un exo de physique, en même temps c'est normal, l'exercice majeur était sur de la chimie, donc forcément les deux mineurs sont sur de la physique. On a de la diffraction, on a du laser, on a de la lumière, donc on sait à peu près ce qu'on va avoir. Les données, d'accord. Et ici, j'ai ma question 1 exprimée à l'aide de la figure 1 qui est juste au-dessus. L'angle de diffraction θ en fonction de la largeur L de la tâche centrale et de la distance D. Voilà, vous avez un truc très classique. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut en penser. Alors, ici, la première chose à voir, je vais noter des points particuliers. Celui-là, ça va être A. Là, paf, celui-là, ça va être B. Et celui-là, là, ça va être C. Ok? Sur ces points, en fait, si vous regardez vue d'en haut, vous avez ce qu'on appelle un triangle rectangle. Et les rectangles même en B. Hop, ça c'est C et ça c'est A. Le truc étant, c'est que vous avez accès à la donnée angulaire ici. Ça, on vous dit que c'est θ. Et vous avez accès à la distance BC. On vous dit que BC, c'est égal à L sur 2. Ça, vous le savez normalement. Vu que BC, ça représente la moitié de la tâche centrale. Votre tâche centrale, elle est ici, notez L, et votre B, il arrive pile poil au milieu. Donc BC, c'est un demi de L. Bon, vous avez un triangle rectangle, ça veut dire que vous pouvez appliquer des relations de trigonométrie, et vous pouvez dire que la tangente de θ, bon, le θ, j'ai pas de θ, donc je vais faire un 0, puis je mettrai une barre après. La tangente de θ, c'est égal à mon côté adjacent, c'est égal à mon côté, opposé sur mon côté adjacent. Mon côté opposé, c'est quoi? Mon côté opposé, c'est celui-ci, là. Tac. C'est celui qui est là. Donc ça veut dire que je suis sur BC. Donc ça veut dire que j'ai L sur 2 en haut. Donc, tac. Ça, c'est L sur 2. Je vais montrer de fraction comme ça, hein, un peu comme on peut. Et je sais que mon côté adjacent, mon côté adjacent, en fait, c'est le côté qui va de A jusqu'au centre de la tâche. Donc du coup, c'est AB. Et AB, c'est quoi? On vous le donne ici. C'est grand D. Donc j'ai plus qu'à mettre grand D en bas. Ok? Donc c'est L sur 2 sur 2D. Sur D, pardon. Le truc, c'est que L sur 2, c'est un demi de L. Un demi de L fois 1 sur D, du coup, ça fait L sur 2D. Donc ça, c'est L. C'est égal à L sur 2D.
Ça, c'est du traitement de fractions, hein. C'est pas compliqué. Bon, ça me donne toujours pas θ. Le truc, c'est que ici, on est dans ce qu'on appelle l'approximation des petits angles. L'approximation des petits angles, comment je le sais? C'est parce que dans les données, de toute façon, dans tout ce qui est lunettes astronomiques et tout ce qui est diffraction en général, vous travaillez avec des très petits angles. Donc, du coup, cette approximation est faite. Et ça veut dire que pour sinus et pour tangente, eh bien, la valeur du sinus ou la valeur du tangente de l'angle est égale à environ celle de l'angle. Donc, ici, tangente θ est égale à θ environ. Donc, vous pouvez dire que θ, qui est ici, est égal à L sur 2D. Voilà la réponse que vous aviez à donner. C'est que θ est égal à L sur 2D. Et ça, c'est une relation de cours, normalement, que vous avez moultement prouvé et fait en entraînement, hein. C'est quelque chose que vous avez normalement déjà vu. Waouh. Beaucoup de choses. Ouf. Ça sent le python, ça. Peut-être pas. Je sais pas, mais ça sent le python. Q2. Question de déduire des informations précédentes, la valeur de la longueur d'onde de lambda laser utilisée. Qu'est-ce qu'on a? On a ici θ en radians. Ça marche. Oui, parce que l'approximation des petits angles ne marche qu'en radians, hein. Si vous le faites en degrés, ça ne marchera pas. Et ici, vous avez inv A en mètre moins 1. Qu'est-ce que c'est ça, inv A? Un script en langage Python permet d'utiliser, de tracer θ en fonction de 1 sur A. Ah, c'est inverse de A. Ok. Donc du coup, il y a une relation de proportionnalité entre θ. Donc c'est égal à k fois 1 sur A. Donc k sur A. Et le truc, c'est que k... Qu'est-ce que c'est? K, c'est la pente, hein. Ça, c'est k, hein. Donc c'est votre coefficient directeur. Maintenant, k, à quoi ça correspond physiquement? Ça, c'est une autre histoire. Mais, je pense qu'il y a une donnée qui va vous aider. C'est obligé. Les données, elles sont même triées dans l'ordre, hein. Je pense qu'on peut pas être plus sympa avec vous. Relation, je vais pas dans une autre couleur. Relation théorique entre l'angle de diffraction θ et la valeur de la fente A pour les petits angles. Et ben on vous dit que θ c'est égal à lambda sur A. Donc, on commence par traiter ça. On voit qu'il y a une relation de proportionnalité vu qu'on a une droite, enfin une fonction linéaire de θ en fonction de l'inverse de A. Donc ça veut dire que θ est égal à k sur A. Et ici, grâce aux données, on sait que ce k, bah, c'est lambda. Ok? Donc premièrement, vous pouvez poser que θ, hop, θ, j'écris en toutes lettres là, j'ai pas envie de faire des traits. Donc θ c'est égal à lambda divisé par A. D'après les données. Et l'approximation des petits angles. Ok? Or, quelque chose d'autre qu'on n'a pas dit. Or, la fonction liant θ et l'inverse de A est bien donnée comme une fonction linéaire. Donc votre programme, il est bien en train de confirmer la loi. Ce qui est cohérent pour le moment. Ça va commencer à devenir un petit peu short. Ok, je vais continuer ça du coup au montage. Ça veut dire que là, le cas qu'on a trouvé dans le Python, il est là. Il est ici. Vu qu'on vous le dit ici, valeur de la pente K c'est 6,41 10-7 avec une incertitude type de
de plus ou moins 0,057. En 10-7. Donc ça c'est K. Donc ça c'est lambda. Ça en gros, ça c'est K. Donc ça c'est lambda. Parce que vous avez θ est égal à lambda sur A et θ est égal à K sur A. Donc K égale lambda, c'est normal. Donc votre lambda c'est 641 10 puissance moins 7 en mètres. Donc lambda, ben, c'est égal à 641 nanomètres. Bah c'est un laser rouge quoi. Ok. J'ai même ma croix au premier. Prenez le réflexe de mettre des croix. Question 3. Indiquer si la valeur mesurée est en accord avec la longueur d'onde lambda ref 650 nanomètres indiquée sur la notice avec le constructeur. Ouais. Ça a pas l'air très fidèle hein, cette histoire. Mais bon, on va quand même calculer le z-score. Du coup, je vous rappelle que le z-score, c'est égal. On vous le rappelle ou pas? Non mais c'est incroyable. Regardez, toutes les données sont là pour vous aider et sont là dans l'ordre. Accord avec une mesure... Accord avec une valeur mesure de référence, quand on parle le cas échéant, le résultat d'une mesure x avec une valeur de référence xref. Tac. Avec ux, l'incertitude type associée au résultat. Donc ça veut dire que si je veux quelque chose de raccord, il faut que je fasse x moins xref, donc lambda moins lambda ref, en gros. Donc il faut que je fasse z est égal à lambda moins... Oula. Lambda moins lambda ref. Divisé par l'incertitude type, et ça c'est u de k. Divisé par u de k, ou u de lambda, c'est pareil. Donc ça me fait quoi? On va repasser avec une vraie écriture. Donc ça me fait 641. Enfin 641. Je travaille en nanomètres. Ça me fait 641 moins 650 qui est la valeur de référence. Ça c'est en valeur absolue, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de m'occuper du signe. Divisé par UK, et UK c'est en 10-9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en nanomètres. Et ça en nanomètres, ça me fait du coup 5,7. Ok? On va faire un tout petit trait, je pensais que ce serait beaucoup plus long que ça. Hop. Égal. J'ai du mal à faire des égales. Tout ça, c'est égal à quoi? Ben, ça veut dire que c'est égal à environ 1,6. Et vu que je dois arrondir au supérieur, bah, ça me fait un z-score. On arrondit toujours une incertitude au supérieur, hein, quel que soit. Si c'est 1,1, ce sera 2. Bon là, pas de problème, c'est 1,6. Donc ça me fait du coup quelque chose de 2. Ça veut dire que l'écart entre la valeur de référence et la valeur du laser mesuré correspond à 2 fois UK, 2 fois l'incertitude type. Donc ça montre que la valeur de la longueur d'onde du laser mesuré est en accord avec le constructeur. Voilà. C'est pas le calcul le plus précis du monde, mais ça reste ok. Question 3, c'est fait. Alors, mesure d'une maille rectangulaire, ça c'était un sujet de CE d'ailleurs, de cette année. Le maillage rectangulaire, je sais pas si vous l'avez eu dans votre lycée, mais ça c'était un ECE. On a des données ici, ne pas les oublier. Waouh, il y a masse de données. Q4, évaluer les valeurs des interfranges I et I' à l'aide des dimensions figurant sur la figure 6. Question 4. Bon, déjà, l'interfrange, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qui va séparer deux franges claires, deux franges lumineuses, ou aussi deux franges sombres. C'est-à-dire que si je vais chercher ici, bah là, si je trace ça, c'est une frange sombre, ça, c'est une frange sombre, la distance que j'ai entre les deux, là, ça, c'est petit i. Mais je peux le faire entre deux franges lumineuses aussi. Hein. Je prends, tac, une moitié là,
une moitié ici, et ce i, bah c'est le même. Ok. Voilà. Première chose. Alors, sur l'axe horizontal, ce qu'on va faire ici, sur ce qui est marqué, ça a été mesuré pour vous, donc il n'y a pas de problème d'interprétation. On va juste compter le nombre de fois où i apparaît. Je vous rappelle que pour avoir un i qui soit super précis, on va prendre beaucoup de i et le diviser par le nombre d'occurrences, ça nous fera une moyenne. C'est beaucoup plus précis d'en mesurer une seule. Donc ici, je vais faire sur l'axe horizontal en bleu ciel le nombre de i. Donc là, j'en ai 1, là j'en ai 2, 3. Il y a la tâche centrale. Ça m'en fait combien ça? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Là j'ai fait combien de traits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez 8 franges lumineuses, alors vous avez 7 interfranges. Vous avez première ici, une deuxième là, troisième là, quatrième là, cinquième là, sixième là, septième là. Pourquoi je me suis arrêté sur la frange centrale? C'est parce qu'en diffraction, la tâche centrale vaut 2 fois L. Ok? Alors que toutes les autres valent L. Mais pour l'interfrange, bah c'est pas le cas. Votre interfrange, oui, la tâche centrale est 2 fois plus grosse que les autres, mais votre interfrange, c'est le sommet, en fait, d'un pic de lumière ou le minimum pour une obscurité. Donc du coup, vous devez prendre le milieu des tâches lumineuses, et ça change pas la valeur de l'interfrange. Donc ici, vous avez en tout, tac, 8 barres. Donc vous avez 7 intervalles. Donc ici, j'ai 7 i. Mais 7 i, ça fait 45 mm. Donc si je veux un i, ben un i, ça fait 45 sur 7 mm. Ok? Et ça, vu qu'il faut que je conserve 2 chiffres significatifs, attention, hein, le 7, c'est pas une donnée expérimentale, ce n'est pas une donnée calculée, voilà, c'est un nombre d'intervalles. Je peux pas avoir 7,0 intervalles, ça a aucun sens. Soit il y a un intervalle, soit il n'y en a pas. Donc en fait, c'est pas une grandeur avec une précision dessus. Donc elle compte pas dans le décompte des chiffres significatifs. Et 45 divisé par 7, ça fait 6,4 en millimètres. Ouais, faire des millimètres avec une souris, c'est une horreur. On fait la même chose, mais pour l'axe vertical maintenant. L'axe vertical, il est ici, il y a 18 mm, et on va compter, je vais le faire cette fois-ci en orange, le nombre de fois où j'ai une interfrange. Donc là, j'en ai une. Enfin, là, c'est les barres que je fais pour le maximum d'émission, enfin le maximum de luminosité. Hein. Donc là, j'ai 2 franges lumineuses, donc j'ai un i ici. Là, j'ai 2 i, 3 i, 4 i. Ok? 5 barres, donc 4 intervalles. Ça veut dire que 4 i, là, tac. J'ai 4 i. Et 4 i, ça fait 18 mm. Ok? Donc ça veut dire que 18 mm divisé par 4 me donnera i. Et 18 par 4, ça fait 4,5. Ok? On n'est pas forcé de trouver la même chose. Hein. Je vous rappelle que ici vous avez un i vertical, un i horizontal. D'ailleurs, on ne les appelle pas différemment. Oh bah, c'est vraiment bien fait. Hein. L'interfrange horizontale notée i, l'interfrange verticale notée i'. Donc, c'est mon orange qui s'appelle i'. Voilà. 4i'. Ok? Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc ça, c'est fait. En déduire les valeurs des dimensions B et B' du voile utilisé, ainsi que leurs incertitudes associées, en considérant les incertitudes type sur I et I' comme étant UI est égal à UI', qui est égal à 0,1 mm.
j'ai 2 croix à mettre ici. Attention, écrire les résultats avec un nombre adapté de chiffres significatifs. Bon, j'ai qu'une seule croix à mettre. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire sans même réfléchir. Donc, expression. Regardez, c'est mis dans l'ordre, c'est incroyable. Franchement, ils sont gentils avec vous. Hein. Centre étranger, vous avez vraiment de la chance. Expression de l'interfrange est donnée par la relation i égale lambda d' sur b et i' est égal à lambda d' sur b'. On va chercher ce que c'est b et ce que c'est b'. B, c'est le maillage, du coup, c'est la différence entre deux creux, ou entre deux maximums, hein, voilà, horizontal. Et pareil pour le vertical, mais ça s'appellera B'. Ok, donc nous ce qu'on veut, on relit la question, on veut déduire B et B'. Bon, bah, qu'à cela ne tienne. Ça veut dire que B', on va commencer par B. Hop, bleu ciel. Ça veut dire que B, si je transforme ma relation qui est ici, B, c'est égal à lambda fois D' divisé par I. Si vous demandez comment j'ai fait, en fait, à chaque fois que vous avez un rapport comme ça et que vous cherchez le dénominateur, vous avez le droit d'échanger directement sans toucher. Voilà, c'est une petite astuce qu'on avait trouvée à l'époque quand on était lycéen. ça va tellement vite. Et c'est vrai. Hein. Et c'est vrai, ça se prouve. S'il y a besoin que je fasse la démonstration, je le fais juste pour celui-là, je le ferai pas pour l'autre par contre. Donc du coup, vous avez I qui est égal à lambda fois D fois divisé par B'. Par B, pardon. Ça veut dire que, je prends juste cette équation là, hein. Ça veut dire que I fois B est égal à lambda fois D'. Donc ça veut dire que si je passe lui de l'autre côté, bah, ça me donne B qui est égal à lambda D' divisé par I. Et c'est bien ce que j'ai marqué ici. Hein. Ok? Pardon, on est un peu haut. Ça marche? Voilà, je ferai pas pour l'autre, c'est totalement pareil, et je le ferai pas pour d'autres calculs, hein. Vous reviendrez à celui-là. C'est quelque chose que, voilà, qui doit être maîtrisé très rapidement, ça. Alors, lambda. Lambda, c'est 650. On va reprendre la valeur de notre constructeur. Bah, d'ailleurs, c'est un tout petit peu imposé. Donc, on va le prendre. Et la distance D qu'on a besoin, elle est juste en dessous. Bon, bah parfait. Donc, lambda égale 650, D est égal à 617. Donc, vous faites 650 fois 10-9, parce que c'est en nanomètres, fois 617, c'est en mètres, tout va bien. Et je le divise par I. I, on l'avait trouvé. I, c'est pour l'horizontale, c'est 6,4. Là, il est ici. 6,4 mm. Donc 6,4 10-3. Ok. Ça, c'est pour I. A few moments later. Oui, c'est effectivement ça. Donc du coup, ça me fait 6,50 10-9 fois 6,17 divisé par 6,4 10-3. Et tout ça, ça me donne 6,2 10-4. Ok. Pour la deuxième, donc du coup, I', on inverse avec B. Je suis en dessous, pardon. I', j'inverse avec B. Donc B, c'est égal à lambda fois D' divisé par I'. Donc ça me fait lambda 650 10-9 fois D 617 divisé par ici, par contre, 4,5. Ça sert à rien que je le mette en couleur. Je crois qu'on le voit pas. Si, on le voit. 4,5 10-3. Et ça, ça me fait du coup 8,9 10 puissance moins 4. On a bien le fait que B soit supérieur à B', et c'est cohérent avec ce qu'il y avait ici. Vous voyez bien que le B, il est plus petit que B'. Ça, c'est normal. Donc B est bien inférieur à B'. Il ne nous reste plus qu'à considérer les incertitudes type. Donc en fait, il va falloir que je marque. Là, il faut qu'on marque B est égal, du coup, à
quelque chose plus ou moins incertitude, et B' égale quelque chose plus ou moins incertitude. Donc, il va falloir que je calcule maintenant ça. Donc ça, c'est une grosse formule à utiliser, à marquer. Donc vous remplacez ici, pour chacun des cas, les grandeurs qu'il y a à l'intérieur. Le seul truc qui va vous manquer, vous savez que UI et UI', ils sont là. Tout ce qui va vous manquer, du coup, c'est UB. UB et UB'. Donc vous faites comme étant la grosse racine divisée par la valeur que vous avez trouvée de B. Pardon, fois la valeur que vous avez trouvée de B ou fois la valeur que vous avez utilisée de B'. Ça, je vais le faire au montage, c'est des grosses mathématiques. Le dire à l'oral n'a aucun intérêt. Je vous le mets juste au-dessus, là, voilà. C'est marqué juste au-dessus. Je vous laisse faire pause et prendre connaissance du calcul. Mais je vais pas le faire à l'oral, ça va être indigeste. Question 6. Expliquez pourquoi la distance D utilisée dans le montage de la partie 1 a dû être remplacée par une distance D' effectuée pour effectuer la mesure de la partie 2. Alors, comment dire, la distance D et la distance D' ne se représentent pas exactement la même chose. La distance D, c'était la distance entre la fente et l'écran, souvenez-vous. C'était la distance qu'il y avait entre la fente qui était là et l'écran qui était là. D', c'est pas pareil. C'est la distance entre le maillage, ok, et votre écran. C'est pas vraiment les mêmes choses. Le truc, c'est que le maillage qui est ici, on a trouvé quand même des baies qui sont de l'ordre de 10,4 mètres. Donc ça veut dire qu'on est de l'ordre du dixième de millimètre, alors que la fente qu'on avait trouvée là-haut, je me souviens plus, on l'a noté où. La fente qu'on a trouvée là-haut, le petit A, il est de l'ordre de 30 micromètres ou 200 micromètres, donc ça veut dire qu'on est quand même sur des fentes qui sont beaucoup plus petites. On est voilà, sur quelque chose de beaucoup plus petite. Ça veut dire que si vous êtes sur des choses beaucoup plus petites, vous allez du coup devoir augmenter votre distance pour augmenter la largeur des interfranges. Je vous rappelle que vous avez une relation de proportionnalité entre L et D. Hein, si vous calculez la largeur de la tâche centrale, du coup, L, c'est égal à θ fois 2 fois D. Ça veut dire que si j'augmente la distance à laquelle je mets mon écran, je vais augmenter la largeur de la tâche centrale, ou la largeur de toutes les tâches d'ailleurs. Ça veut dire que je vais avoir une précision qui est bien plus conséquente, et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre un D qui était différent, c'est pour augmenter la précision de nos mesures. Voilà, tout simplement. Je mettrai une phrase beaucoup plus explicative dans le montage. Selon la recommandation de l'ECARF, Fondation européenne de recherche sur les allergies, une moustiquaire anti-pollen doit posséder à minima 3 fois plus d'ouverture par centimètre carré qu'une moustiquaire classique qui en comporte 50 par centimètre carré. En même temps, c'est normal, un pollen, c'est quand même vachement plus petit qu'un moustique. Q7, exprimer le nombre d'ouvertures par centimètre carré du voile polyester testé, indiquer s'il est utilisable comme moustiquaire anti-pollen selon le CARF. Ok. Bon. Ici, ça va être un peu plus long comme question. En même temps, vous avez encore une fois la phrase en italique qui apparaît. Une moustiquaire, c'est une espèce de quadrillage, ok, avec des fibres verticales, des fibres horizontales. C'est exactement ce qu'on a vu juste au-dessus. Hein. Voilà, ça là, c'est une moustiquaire. Hein. Ça là, c'est une moustiquaire. Mais ce qu'on va faire, on va être un peu plus malin que ça, c'est qu'on va calculer le nombre de carrés vides dans 1 cm². Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer déjà une seule ouverture et on va essayer d'être un petit peu plus malin. On va dire que pour cette surface, il y a une ouverture. Donc on va considérer une surface S, ok. Ça va être en quoi? On est en millimètres carrés.
On est en quoi déjà? Bon, on va le mettre en centimètres carrés. Peut-être plus simple. Hop. Et on va regarder le nombre d'ouvertures. Pour une ouverture, quelle est la surface qu'on a ici? Bah, la surface qu'on a ici en centimètres carrés, c'est B, qu'on va d'abord convertir en centimètres carrés, fois B'. Et ça vaut combien? Bah, ça vaut ce qu'on a calculé tout à l'heure. Ça vaut... Ah, j'ai pas marqué. Donc, je vais devoir reprendre... je vais devoir reprendre mes calculs que j'avais fait. Mais en tous les cas, je l'ai noté quelque part, je pense, sur ma correction. B fois B', c'est égal à 6,2 fois 10 puissance moins 4 en mètres. Donc ça fait 6,2 10 puissance 4 mètres fois 9, 8,9 10 puissance 4 mètres. Je suis en train de taper à la calculatrice là. Ça fait du coup 5,6 10 moins 3 en centimètres carrés. Donc ça fait 5,6 fois 10 moins 3 en centimètres carrés. Ok? Moi, ce que je veux, c'est de savoir quel est le nombre n d'ouvertures qu'il y aurait pour 1 cm carré. Bah, je fais 1 fois 1 divisé par 5,6 10 puissance moins 3. Et je vais trouver que n est égal à environ 180 ouvertures par centimètre carré. 180. Il faut qu'il y ait 3 fois plus d'ouvertures par centimètre carré qu'une moustiquaire classique. Combien a fait une moustiquaire classique? Pardon. Qui en comporte 50 par centimètre carré. Donc il faut que mon nombre n, ok, possède 3 fois plus, donc soit supérieur à 3 fois 50, donc 150. Ah bah c'est bon. Ah, elle était pas si compliquée finalement cette question-là, fallait juste poser son cerveau 2 secondes. Ok, bah voilà. Donc effectivement, cette moustiquaire, attention il faut conclure quand même, hein. Vous le mettez dans votre copie. Hein. Donc vous pouvez dire que cette moustiquaire est utilisable comme moustiquaire anti-pollen selon le CARF. Allez, exo 3. Exercice 3, l'homme canon. Bon, ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça, c'est dangereux. Ceci est réalisé par des professionnels. Bon, quand on voit ça, on est sur de la méca. Hein. Clairement, vous savez, bilan des forces, deuxième loi de Newton, intégration, etc., etc. Ça, vous le savez. Hein. Première question. Exprimer l'énergie mécanique du système à la date égale 0 en fonction de sa masse m, de latitude h, de sa vitesse initiale v0. Bon. L'énergie mécanique, qu'est-ce que c'est? L'énergie mécanique, souvenez-vous, c'est égal à la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle de pesanteur. Sauf que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois votre masse fois votre vitesse au carré. C'est 1/2 de mv carré. Je le marque en non fractionnaire pour gagner en lisibilité. Hein. Vous pouvez mettre 1/2, c'est totalement équivalent. Plus EPP. EPP, c'est quoi? C'est la masse de votre système fois le champ de pesanteur terrestre, on est sur la Terre, fois la hauteur Z, qu'on a appelée ici H, de votre système. Vu que c'est à t égale 0, bah à t égale 0, on est au point G0 qui est là, donc je suis bien à une hauteur H qui est là. Vitesse d'éjection initiale c'est V0, donc il faut juste que dans mon appellation ici, tac, je mette
V0. Voilà. Attention, votre V0 il doit correspondre exactement au V0 de là-haut. Hein. C'est-à-dire que normalement, du coup, ça devrait être grand V et petit 0. Bon, je peux pas faire un tout petit 0, donc je vais mettre un O. Voilà. Ce sera un V0 comme ça. Et tout ça, c'est au carré. Ça marche? Question 2. À l'aide d'un raisonnement énergétique, déterminer la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Bon. Normalement, il devrait faire un truc comme ça. La vitesse du système à l'arrivée dans le filet. On est d'accord que le filet, il est à la même hauteur. Ok? Ça, c'est normal. Ça veut dire que... Est-ce que on considère qu'il y ait des frottements ou pas? Donc déjà, on étudie dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire que la deuxième loi de Newton est applicable comme on la connaît, ça c'est bien. Pendant un vol, on considère blablabla, simuler un point, M soumis qu'à son poids. Et voilà, et ça c'est important. Il n'est soumis qu'à son poids. Donc ça veut dire que les frottements sont négligés. Donc déjà, le système n'est soumis qu'à son poids. On se place donc dans le cadre d'une chute libre. Ça fait pas de mal de montrer à votre correcteur que vous connaissez des mots-clés. D'une chute libre où les frottements ah, j'écris mal aujourd'hui. De l'air sont négligés. Ok? Donc ça veut dire que si les frottements d'air sont négligés et qu'ils sont soumettent à son propre poids, or le poids est une force conservative, donc EM est constant pendant toute la chute. Voilà, c'est ça qu'il va falloir du coup raconter sur votre copie. Maintenant qu'on sait que EM est constant pendant toute la chute, ou que delta EM est nul, eh ben on va pouvoir dire que EM à l'état initial et EM à l'état final, c'est pareil. Donc ça veut dire que ici, vous pouvez dire que EM sur ce point-là, ici, donc qu'on a appelé G0 apparemment, donc EM de G0 est égal à EM, bon ben, il n'est pas appelé, c'est un peu chiant, mais on va appeler du coup GF pour G final, est égal à EM de G final. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, bah vous avez égalité entre, ben, si vous avez EN G0 qui est égal à EC à T0 et à EPP à T égale 0, bah du coup c'est égal à EC à état final plus EPP à état final. Le truc étant, je vais reprendre ça. Ah, allez, laisse-moi le copier. Ça veut dire, je continue la question 2 au-dessus. Hein. Ça veut dire que au début, j'ai ça. Et à la fin, bah, j'ai 1/2 de M fois VF carré, ma vitesse finale au carré, plus M fois G fois H petit h, qui correspond à la hauteur finale. Bon, qu'est-ce que je peux supprimer dans l'équation, là? Je vais passer sur du rouge. Bah déjà, tout dépend de la masse. Donc en fait, si tout dépend de la masse, personne ne dépend de la masse. Ici, je peux supprimer par M mes deux expressions. Ok? Le problème, c'est que... donc du coup, j'ai 1/2 de V0 carré est égal... Enfin, plus GH est égal à 1/2 de VF carré plus GH. Le problème, c'est que petit h est égal à grand H, ils font chacun 8 mètres. Ça veut dire que GH et GH
sont identiques. Donc, tout le terme additif, bah il dégage. Si A plus 8 est égal à B plus 8, bah A égale B. Donc ça, hop, ça n'a plus lieu d'être. Ça veut dire que 1 demi de V0 carré est égal à 1 demi de VF carré. Bon bah alors V0 carré est égal à VF carré. Ok. Et si V0 carré égale VF carré, bah en fait, VF est égal à V0. Voilà. Il n'y a plus qu'à chercher la vitesse initiale. V0, c'était 31 mètres par seconde. Et bien votre VF, sans surprise, c'est 31 mètres par seconde. Représentez sur votre copie, sans souci d'échelle, l'évolution des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécanique au cours du vol. Bon, bah alors si déjà l'énergie mécanique elle est conservée au cours du temps, vous allez avoir une belle constante en haut, et à chaque fois que vous allez perdre de l'énergie cinétique due à la trajectoire de votre homme canon, vous savez que plus vous augmentez vers le haut, plus vous parlez de vitesse, parce que en fait vous êtes retenu par la force d'attraction gravitationnelle de la Terre, plus vous montez en trajectoire, plus EPP monte, et aussi plus EC diminue. Et arrivé à l'apogée de votre trajectoire, votre vitesse devient nulle, votre EPP devient maximale, vous commencez à descendre, vous reprenez de la vitesse mais vers le bas, EC regrimpe, mais par contre vous perdez d'altitude, donc EPP rebaisse. Donc si vous voulez normalement quelque chose d'assez vite fait, vous allez avoir du coup vos deux axes comme ceci. Vous allez avoir ici l'abscisse selon x. Vous pouvez le faire en fonction du temps aussi, ça revient au même puisque x et t évoluent de la même manière. Et ici donc du coup l'énergie en joules. On va faire EM, je sais pas, on va faire en vert. Je vais respecter les mêmes pour la correction au montage. Hein. Donc EM en vert, qui ne bouge pas. Vous allez avoir énergie cinétique en rouge. Donc au début, j'ai une énergie cinétique. On va la mettre un peu en dessous, elle n'est pas forcément égale à EM. Elle baisse au cours de la trajectoire. J'arrive en haut de ma trajectoire. Elle est au minimum et elle remonte. Ok. Elle n'arrive pas à 0, parce que là je l'ai mis selon X. Si je le mettais selon Y, elle serait égale à 0. Parce qu'en fait, si vous avez un tir vertical, oui, la vitesse s'annule entièrement et rebaisse. Le truc, c'est que là, on a une parabole. Donc en fait, au moment de l'apogée de la trajectoire, vous n'êtes pas sans vitesse, vous continuez à avancer selon une dimension, selon une direction, selon un axe. Votre vitesse selon Vx est constante, elle n'est pas nulle. Dans le cas d'un tir vertical, la vitesse selon x est nulle. C'est pour ça que quand y devient nul, l'entièreté de la vitesse devient nulle. Le problème, c'est qu'ici, on est sur un trajet en deux dimensions. On part de x et on va vers y. Pardon, je le fais de mon sens, mais il faut que je mette dans le même sens que vous. En fait, selon x, la vitesse est constante, et selon y, seulement elle s'annule. Donc ici, je passe pas forcément par 0. Et je fais pareil pour l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, elle commence à 8 mètres, donc elle commence pas à 0. Et vous avez, du coup, quelque chose comme ceci. Voilà. 2. En appliquant un deuxième loi de Newton au système, exprimer les coordonnées du vecteur accélération du système pendant le vol. Bon, ici, c'est quelque chose d'assez classique, hein, vous êtes dans le cas d'une chute libre. Donc, vous avez que la somme des forces. Là, je le fais de tête, hein, on va le faire comme ça, et puis ce sera la correction au-dessus qui s'en chargera de noter pour moi. Vous avez la deuxième loi de Newton qui s'applique vu qu'on est dans un système, dans un référentiel qui est considéré comme galiléen. On s'applique du coup à un système qui est l'homme canon, hein, plus l'éventuel équipement qu'il aurait sur lui, genre un parachute ou quoi. Et vous avez qu'une seule force qui s'applique sur ce système, c'est P, soit mg. Donc ça veut dire que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse de ce système fois son accélération. Donc ça veut dire que P est égal à ma. Ça veut dire que mg est égal à ma. Vous pouvez supprimer les deux m parce que ça correspond tous les deux à la masse du système. Donc a égale g en vecteur. Attention, l'accélération de mon système, si je commence à le projeter sur mes axes, vous allez avoir selon x, il n'y aura aucune accélération. Je vous ai dit tout à l'heure que la vitesse selon x était constante, donc il n'y a aucune accélération à vos 0 selon x, donc ax égale 0. Mais par contre, selon l'axe y, on l'a bien appelé y, on l'a pas appelé autrement. Hein.
Ah mince, c'est Z. Donc du coup, selon Z, bah, vous allez avoir du coup une accélération qui va aller vers le bas, donc sens contraire de Z. Donc AZ, bah, c'est égal à moins G. Vu que l'accélération, c'est... Vu que A en vecteur, c'est égal à G, bah du coup, les coordonnées de A, c'est 0 selon X, et G selon Z. Mais attention, on va dans le sens contraire de Z. Z est dirigé vers le haut, et nous, on va vers le bas. Donc, il y a un signe moins devant cette coordonnée. Donc, moins G. Question 5. En déduire que les équations horaires de son mouvement pendant le vol sont OG dont x de t v0 cos alpha t et z de t moins 1 demi de gt carré plus v0 sin alpha t plus h. Là par contre, il y a du gros à faire, mais c'est pas compliqué. Donc, premièrement, on va essayer de trouver le vecteur vitesse v. Je vais le corriger en bas là. Tac. Je vais le faire un peu avec vous. On va se laisser du blanc. Tac. Donc on va essayer de trouver le vecteur v tel que sa dérivée donne les coordonnées du vecteur accélération. Donc il faudrait que la chose que je vais marquer ici, quand je le dérive, donne 0. Et il faut que je marque quelque chose ici que quand je le dérive, ça donne moins g. Et bien sans surprise, quand vous dérivez quelque chose et que ça donne 0, bah vous avez une constante du temps. Donc j'ai juste une constante C1. Ok ? Cette constante-là, on va la trouver. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va la trouver. Ensuite, on a ici moins G fois T. Parce que comme ça, si je le dérive, bah le T, si je dérive par rapport à T, le T s'en va, et il me reste bien moins G. Le problème, c'est que ça, c'est vrai à une constante près. Ça peut être, du coup, vrai à une constante C2 près. Comment on trouve C1 ? Bah là, on s'intéresse à un vecteur vitesse. Donc la constante C1, c'est la coordonnée de mon vecteur vitesse initial. Et C2, c'est la coordonnée selon Y de mon vecteur V initial. Bah, je vais les chercher. On va juste effacer tout ce que j'ai fait ici. Tac. Hop. On se fait un petit peu de place. Donc, mon vecteur V0, il est là. Et j'ai un triangle rectangle. On va zoomer un petit peu. Et j'ai un triangle rectangle. Donc là, mon V0, si je viens fermer mon rectangle, enfin mon triangle rectangle ici, mon angle droit, il est là. Et j'ai cet angle, apparemment, qui est alpha. Ok ? Bah dans mon vecteur bleu, là, pardon, je vais le faire d'une autre couleur. Dans mon triangle là que je viens de dessiner, le côté bleu, bah c'est mon côté opposé. Ça, c'est ma coordonnée de V0 selon Y. C'est ce que vous pouvez dire comme étant égal à V0 Y. Mais c'est aussi C2. Et la coordonnée que j'ai en bas là, tac, ça c'est l'abscisse de mon vecteur V0. C'est la coordonnée du coup V0 selon X. Et c'est égal à C1. Or, je sais que la norme de mon V0, bah, c'est la longueur de la flèche. Et la longueur de la flèche, ici, qu'est-ce que c'est ? Bah, je pourrais dire que c'est juste V0 sans la flèche. J'ai le droit de dire ça. Et V0 sans la flèche, bah, c'est V0x au carré plus V0y au carré, le tout sous une racine. Mais ça, c'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver C2 et C1, bah, j'ai juste une relation de trigonométrie à faire. En fait, les coordonnées du vecteur V0, au début, bah, c'est V0 Y, ici. C'est V0Y. Ou C2. Pardon, V0X ou C1. Et V0Y ou C2. Mais ça, grâce à ma relation de trigonométrie, je sais que c'est C1, c'est mon côté adjacent.
Donc du coup, en fonction de l'angle et de l'hypoténuse, bah, j'ai une relation de cos. Je sais que pour le cos, je le marque au-dessus pour ceux qui s'en souviennent pas, cos alpha, bah, c'est égal à adjacent divisé par hypoténuse. Ok? Donc ça veut dire que mon côté adjacent, ce que je cherche, V0x, bah, c'est égal à hypoténuse fois cos alpha. Hypoténuse, c'est V0. Et mon cos alpha, bah, c'est cos alpha. Et ça, c'est C1. Je vais le mettre en bleu. En rouge. Je cherche en rouge, lui. C1, c'est ça. C'est cos alpha. V0 cos alpha. Et V0y, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la coordonnée bleue, là, mais dans mon triangle rectangle, bah, le bleu, là, c'est côté opposé. Or, si je rappelle la définition du sinus de alpha, bah, c'est égal au côté opposé sur mon hypoténuse. Donc, mon côté opposé, c'est hypoténuse fois sin alpha. Donc, c'est V0, hypoténuse, fois sin alpha. Et ça, bah, c'est C2. Ce que vous vouliez trouver. Donc votre C2 c'est V0 sin alpha et votre C1 c'est V0 cos alpha. Ça, je le reporte en bas. Donc ça veut dire que C1, hop, je l'efface. Et C2, je l'efface. Ça, je l'efface aussi, parce que ça fait très brouillon maintenant. L'avantage de faire ça sur ordinateur. Donc ici, bah, j'ai V0 fois cos alpha. Voilà comment on lève l'indétermination sur les constantes d'intégration. Plus ici V0 fois sin alpha. Ça, c'était ma première étape. Et on voit que ça sent bon parce que je retrouve des morceaux de ce que je dois faire. Maintenant, je vais chercher OG. OG, qu'est-ce que c'est? C'est mon vecteur position tel que si je le dérive, je trouve ça. Donc je dois trouver quelque chose ici qui, une fois dérivé, donnera cette coordonnée. Et je vais devoir trouver quelque chose ici tel que si je le dérive, je trouve cette coordonnée. On est d'accord? Même procédure que précédemment pour la vitesse, sauf qu'ici je le fais pour la position. Donc, qu'est-ce qui, en dérivant, donne une constante du temps? Attention, V0 cos alpha n'est pas fonction du temps vu qu'il n'y a pas de t. Donc qu'est-ce qui est ici comme étant... voilà, bah, c'est V0 fois cos alpha. On va mettre avec un point. V0 point cos alpha fois t. Plus une constante d'intégration qui correspondra du coup à cette position-là. Je vais l'appeler C3. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, si j'ai une somme, ça veut dire que j'ai dérivé une somme, donc je vais l'intégrer en étant une somme. Donc moins gt. Pour avoir moins gt, il va falloir que je fasse moins 1/2 fois g fois t au carré. Alors pourquoi? Ça, je l'ai déjà fait des millions de fois dans mes corrections, mais voilà. Si je dérive juste gt carré, bah quand vous dérivez t carré, vous avez un 2. Donc ça me fait 2 gt carré. Si vous faites moins gt carré, j'aurai moins 2 gt carré. Or, moi je veux moins gt. Donc forcément, je suis obligé de mettre un facteur 1/2 pour pouvoir supprimer le 2 qui va apparaître lors de la dérivation. Ça, c'est la première chose. Mais il faut que je m'occupe aussi du V0 sin alpha. C'est pareil qu'au-dessus. Je vais juste devoir mettre plus V0 point sin alpha fois t. Et me voici du coup totalement débarrassé de mes problèmes. Attention, n'importe quelle fonction du temps répond à cette demande de dérivation. Donc il va falloir que je considère qu'il y ait possiblement une constante près qu'il va falloir que je détermine. Les constantes C3 et C4, comment je fais
pour les déterminer, ben, là on s'intéresse à la position, donc je vais m'intéresser aux coordonnées du vecteur position initial. Enfin même des coordonnées de la position initiale tout court. J'efface tout ça. Hop. Enfin un petit coup de propre. C'est vraiment pratique. Tac 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 tac. Ça veut dire que ici, ma position initiale, c'est ce point-là. Et ce point-là, il a pour coordonnées OG0. Il a pour coordonnées selon X, 0. Et selon Y, grand H. Donc ça, c'est C3. Et ça, c'est C4. Je remplace en bas. Beaucoup plus simple. Hein. Donc ici, C3, c'est 0. Donc ça dégage. Et C4, c'est grand H. Est-ce que j'ai bien la même chose que tout à l'heure? J'ai bien ici, en haut là, j'ai bien V0 fois cos alpha fois T, V0 fois cos alpha fois T, et j'ai bien en bas, moins 1,5 de GT2, moins 1,5 de GT2, plus V0 sin alpha T, plus V0 sin alpha T, plus H, plus H. On est bon. La question 5 est réussie. Donnez la valeur de la coordonnée Z de T lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. Donc, ici, le filet de protection, il est à 8 mètres. Et nous, on veut la valeur de la coordonnée Z de T lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. Attendez, je comprends pas là. C'est juste... C'est tout bête. Alors, nous on veut, là, à ce point-là, quand on arrive sur GF, là, la position finale du système, au moment où on entre en contact avec ce point, on a un X quelconque, et on a un Z là. Nous, ce qu'on demande, c'est la valeur de ce Z. La valeur de ce Z, c'est petit h. Il est là. Donc 8 mètres. C'est tout. Je vois pas pourquoi on demande une question comme ça, par pour vous donner des points. Donc quand votre système entre en contact avec le filet, ça fait 8 mètres. Voilà. Z de T, ça fait 8 mètres. C'est H. Question très surprenante. Comparez la longueur estimée par ce modèle avec la longueur du record homologué ce jour-là de 56,64 mètres. Déterminez si le modèle de la chute type est adapté pour une description du vol, proposer une explication. Donc là, j'ai 3 réponses. Elle est très grosse cette question. Très très grosse. Je vais juste me faire de la place. Hop. Avec tout ça. Ok. Alors, la longueur du vol estimée. Donc, on a Z de T qui est ici. Et on a la valeur de Z. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est trouver le T. Une fois qu'on aura le T, on pourra le remplacer ici. Et on pourra trouver le X. Et le X, on le compare à 56,64. Ok ? Et après, on commentera. Donc, ah pardon, j'étais un peu vite. J'ai oublié la question 7. C'est la question 6 que j'avais fait. Bon, je reviens à la question 6. Question 7, pardon. En déduire la valeur de la durée TV du vol puis celle de la longueur XV de la portée. Ah, ça colle bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je recommence. On va prendre Z, on va trouver T, on va le remplacer là et on va trouver X. X, c'est la portée, vu que c'est la longueur à laquelle vous allez. Et T, du coup, ce sera la longueur du vol, parce qu'à partir du moment où vous touchez le filet, le système, c'est terminé, quoi. Donc, on y va. Z de T est égal à 1,5 de GT carré, plus V0 sin alpha T, plus H.
on sait que z de t, c'est petit h, ok? Donc petit h est égal à moins 1 demi de g t carré plus v0 sin alpha t plus h. Le truc, c'est que ce h là, en haut, enfin à gauche et à droite, bah, c'est le même. Donc ça veut dire que tout ça là, c'est égal à 0. Donc là, vous avez votre calculatrice qui permet de résoudre ce type d'équation du second degré. Ou alors vous le faites à la main en disant que vous posez delta égale à b carré moins 4ac, vous trouvez deux solutions réelles dans R parce que votre delta est positif, et vos deux solutions du coup sont x1 et x2, enfin ici ce serait plutôt t1 et t2, qui sont égales à moins b moins racine de delta sur 2a, ou moins b plus racine de delta sur 2a. Vous allez avoir une solution qui va aller en négatif pour t, ce qui n'est pas une solution acceptable en physique, et vous avez une autre solution qui donne un t positif. Et ce t positif, ce t positif correspond à 4,5 secondes. Donc je vais aller un peu plus vite. T égale à 4,5 secondes. Ça, vous le faites par calculatrice ou à la main, comme vous voulez, mais vous devez savoir le faire rapidement. C'est pas le corps du sujet. Hein. Et on l'a appelé TV. Donc je dois l'appeler TV. Ça, c'est... Voilà. Maintenant, ce TV, je l'incorpore dans la relation qui est ici. Donc je dis que x de t, la portée de mon vol, bon, x de t maintenant, c'est xv. Mais xv, si vous voulez, c'est x de tv. Hein. X de tv, c'est égal à xv. Et ça, c'est égal à v0 fois cos alpha fois tv. Votre alpha, il est 45 degrés. On vous le dit normalement au-dessus. Votre V0, vous l'aviez, c'était 31 mètres par seconde. Donc ça vous fait 31 mètres par seconde fois cos 45 degrés. Fois TV qui est égal à 4,5 secondes. Tout est dans la bonne unité. Et ça vous fait une distance 98 mètres. Donc la valeur de la portée du vol, elle est de 98 mètres. Ok ? Question 7. Là, c'est vraiment fait. Comparé à la longueur estimée avec le modèle de record homologué ce jour-là de 56,64 mètres, on est sur quelque chose qui est environ 2 fois plus élevé, donc il y a un problème. Ok ? On aurait dû trouver 56,64. Et nous, on trouve 98 mètres. Il y a un souci. Il y a clairement un souci là-dedans. Déterminer si le modèle de la chute libre est adapté à la description du vol. Non. En fait, notre chute libre n'est pas adaptée pour ce genre de choses. Apparemment, les frottements vont diminuer presque par 2 la portée de mon vol. Donc là, on peut plus commencer à négliger. Après, si vous voulez répondre l'inverse, faites comme vous voulez. Mais ça veut dire que si je vous mets dans un canon et je vous dis, t'inquiète pas, le filet de protection il est à 98 mètres en chute libre, ça marche. Et arrivé à 56 mètres, vous allez commencer à voir le sol arriver de très près. Et à mon avis, vous allez plutôt regretter de pas avoir pris en compte les frottements. Pour poser une explication, en fait, les frottements ne sont pas négligeables tout simplement. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite bonne chance pour votre épreuve du bac qui arrive du coup très très prochainement.